Donc, bonjour tout le monde. Donc, la séance dernière, on avait parlé des fonctions de la monnaie dans le chapitre, le premier chapitre, qui est relatif aux formes de la monnaie ainsi qu'aux fonctions de la monnaie. Donc, on avait débuté la séance dernière, on avait commencé à parler des fonctions de la monnaie. Donc, ces fonctions de la monnaie, ils sont en nombre de trois. On a d'abord la monnaie, c'est un intermédiaire des échanges. La monnaie, c'est une unité de mesure des valeurs, c'est un étalon de valeur et c'est aussi une réserve de valeur. Alors, la dernière fois, on avait expliqué comme quoi la monnaie, c'était un intermédiaire d'échange. Pourquoi la monnaie, c'est un intermédiaire d'échange? C'est parce qu'il nous permettait d'acheter n'importe quel bien. Donc, on peut, avec de la monnaie, je peux acheter n'importe quel bien. Le bien que je veux, je peux l'acheter, ou bien le service que je peux l'acheter en contrepartie de la monnaie. Donc, c'est un intermédiaire des échanges. C'est un moyen qui nous a facilité les échanges. Donc, on a vu qu'avant, à l'époque du troc, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un échange de flux contre flux. Avec l'introduction de la monnaie, il y a plus cet échange de flux contre flux, il y a un échange de produits ou bien de biens contre de la monnaie. Donc, on a séparé les opérations. Au lieu d'avoir une seule opération d'achat et de vente en même temps, on a des opérations de vente d'abord pour avoir de la monnaie et ensuite, quand on a de la monnaie, on a un pouvoir d'achat, on peut acheter des biens. Donc, on est passé d'une seule opération qui inclut l'achat et la vente en même temps à une opération qui inclut d'abord une opération de vente et après une opération d'achat. Donc, dans ce qui concerne la fonction de la monnaie qui est l'intermédiaire des échanges. La deuxième fonction qu'on a vue, c'est aussi l'unité de mesure des valeurs, l'étalon de valeur. L'unité de mesure des valeurs, ça nous permet de comparer la valeur d'un bien d'abord dans l'espace. On a vu l'exemple des bicyclettes qui se vendaient à Marrakech et Casablanca. Donc, on peut comparer la valeur des biens dans l'espace, c'est-à-dire dans différents espaces. Et on peut aussi comparer la valeur des biens dans le temps, c'est-à-dire combien ça coûtait avant, combien ça va coûter après. Donc, c'est la comparaison en termes d'espace et en termes de temps. On a vu aussi que grâce à la monnaie, grâce à la fonction de l'unité de mesure, on est passé des coûts relatifs aux coûts absolus. À l'époque du troc, on parlait de ce qu'on appelait les coûts relatifs, c'est-à-dire je vendais des bananes, je dois savoir quel est le prix des bananes par rapport aux pommes, quel est le prix des bananes par rapport aux oranges, quel est le prix des bananes par rapport à la viande. Donc toujours le prix, c'était un prix qui est relatif. Alors que maintenant, on est passé à des prix qu'on appelle absolus. C'est-à-dire que si je veux acheter des bananes, je dois savoir une seule chose, combien ils coûtent en monnaie. Les bananes, par exemple, ils coûtent 7 dirhams le kilo, 10 dirhams le kilo, c'est bon. Donc, je n'ai pas à savoir quel est leur prix relatif par rapport aux pommes, mais par rapport à la viande, par rapport aux oranges, par rapport aux pommes de terre, etc. Donc, de la fonction de la monnaie a facilité les échanges parce qu'elle est d'abord un intermédiaire des échanges et aussi une unité de mesure. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va passer à la troisième fonction de la monnaie, qui est la monnaie en tant que réserve de valeur. Alors, réserve de valeur, c'est-à-dire que la monnaie peut servir à une consommation, à une dépense ultérieure, c'est-à-dire le fait de reporter la constitution d'épargne. Donc la monnaie est une réserve de valeur à partir du moment où elle permet d'ajourner le pouvoir d'achat dans le temps. Et qui dit ajourner, ici ajourner, ça veut dire reporter le pouvoir d'achat. Quand je vais avoir, par exemple, de la monnaie, quand je vais avoir mon salaire, j'ai ce qu'on appelle un pouvoir d'achat. Si je ne dépense pas mon salaire tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je reporte, j'ajourne ce pouvoir d'achat pour une date ultérieure. Donc, ici, on parle de ce qu'on appelle l'épargne, qui dit ajourner ou bien reporter le pouvoir d'achat. Donc, on parle de
l'épargne. Donc, avec le troc, il n'y avait pas la possibilité de faire de l'épargne. Pourquoi? Dans le troc, les transactions sont instantanées. Par contre, la monnaie, on a une somme d'argent. Au lieu de dépenser cette somme d'argent tout de suite, je peux dépenser une partie, c'est-à-dire je vais avoir un salaire, je dis n'importe quoi, de 2000 dirhams. Je vais dépenser maintenant 500 dirhams ou bien 1000 dirhams et je vais mettre les 1000 dirhams de côté. Donc, en d'autres termes, la monnaie nous permet de faire ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation, il y a l'ihtikar. Donc, la thésaurisation, c'est une forme de l'épargne, sachant que la thésaurisation, c'est une forme qui est traditionnelle. C'est une forme traditionnelle de l'épargne. C'est-à-dire, au lieu de dépenser cette monnaie, je vais la mettre de côté pour une date ultérieure. OK? Alors, donc, la monnaie, c'est une réserve de valeur ou bien un instrument d'épargne. C'est-à-dire que la monnaie sert également de réserve de valeur et aussi comme instrument d'épargne, c'est-à-dire qu'elle permet de différer l'utilisation d'un revenu. C'est-à-dire au lieu de dépenser ce revenu en une seule fois, je vais différer l'utilisation, c'est-à-dire que je vais répartir l'utilisation de ce revenu sur une période donnée. Et ce qui sert ainsi à épargner du pouvoir d'achat entre le moment où le revenu est perçu, c'est-à-dire entre le moment où je vais avoir mon revenu et le moment où je vais le dépenser. La monnaie, ceci dit, n'est pas la seule réserve de valeur. Il y a d'autres réserves de valeur, par exemple les terres, les maisons. En arabe dialecte, les يخبي الفلوس يخبيهم في الارض. Donc c'est ça. Donc, les terres, c'est aussi une réserve de valeur. Les maisons, les œuvres d'art, par exemple, des œuvres aussi d'antiquité, des bijoux, des actions ou bien des obligations. Aussi, ce sont des moyens qui permettent de réserver de la valeur. Donc, ce n'est pas seulement la monnaie, mais il y a d'autres biens qui permettent de la réserve de valeur. Donc, beaucoup de ces actifs ont comme réserve de valeur des avantages sur la monnaie. Pourquoi? Alors, parce qu'ils rapportent souvent à leurs détenteurs un intérêt substantiel ou s'apprécie avec le temps. Donc, c'est quoi la relation ou la différence entre la monnaie et ses autres biens? Si on dit que la monnaie, c'est une réserve de valeur et ses biens sont une réserve de valeur, c'est que les biens, par exemple, quand je parle d'une terre ou bien quand je parle d'une maison, par exemple, si j'achète une maison, cette maison, sa valeur peut s'apprécier avec le temps, c'est-à-dire que sa valeur peut augmenter avec le temps. Donc après, je peux la revendre avec un gain en réalisant un profit. Donc, automatiquement, les biens, ces biens-là, en termes de réserve de valeur, ils ont un avantage sur la monnaie. Alors que la monnaie, sa valeur ne va pas s'apprécier. Un dirham aujourd'hui, c'est un dirham demain, c'est un dirham après-demain, c'est un dirham d'ici un mois. Donc, la valeur de la monnaie ne s'apprécie pas. Donc, c'est vrai, c'est un moyen de réserve de valeur, de reporter les dépenses, c'est un moyen d'épargner, mais sa valeur ne s'apprécie pas. Par contre, l'avantage de la monnaie, pourquoi les gens préfèrent épargner à l'aide de la monnaie et non pas, par exemple, aller acheter des terres, et non pas acheter des maisons, non pas acheter des articles d'antiquité, c'est parce que la monnaie, la monnaie est un moyen qui est immédiatement liquide. C'est un moyen qui est immédiatement utilisable. Si j'achète par exemple une maison, c'est vrai que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, sa valeur peut s'apprécier, sa valeur peut augmenter. Mais est-ce que je peux, si j'ai besoin de l'argent, je peux l'avoir tout de suite? Non. Est-ce que je peux l'avoir de manière immédiate? Non.
Donc, il me faut que je la présente auprès d'une agence immobilière, hein, Samsar, l'agence immobilière, hein, et il faut que j'attende un peu, ça peut être un mois, ça peut être trois, ça peut être un an, hein, afin que je trouve la personne qui veut acheter cette maison, par exemple. Et là, je peux la vendre peut-être en réalisant un profit. Mais est-ce que c'est immédiatement utilisable comme instrument d'échange? Hein? Non. Est-ce que c'est immédiatement liquide? Non. Donc, il y a la différence entre euh, la monnaie et les autres biens en termes de réserve de valeur. Donc, quand on parle aussi de l'épargne, l'épargne implique l'idée de placement de l'argent. Et là, on parle de l'argent qui va créer de l'argent. Donc, je vais aller à la banque, je vais déposer mon argent. Donc, on suppose par exemple que je gagne 2000 dirhams. Je dépense 1000 dirhams et les 1000 dirhams que je vais mettre à côté, je vais essayer de les mettre, de les déposer à la banque. Je les dépose à la banque sous forme d'un placement. Quand je les dépose à la banque sous forme d'un placement, par exemple, si c'est un placement à vue, c'est ce qu'on appelle de la thésaurisation, par exemple. Je vais les mettre à côté et les laisser comme ça. Et après un an, 2 ans, je vais encore voir mon compte, je vais trouver que les 1000 dirhams sont toujours là. C'est ce qu'on appelle un placement à vue. Et il y a ce qu'on appelle un placement à terme, où je vais déposer mon argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant une période déterminée, mais je n'ai pas le droit de toucher à cet argent pendant cette période. Et après la fin de cette période, je vais avoir un surplus, je vais gagner de l'argent, je vais réaliser un profit. Donc, ici, un thésauriseur, thésauriseur c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent de côté, mais qui ne va pas le placer, par exemple. Qui ne va pas le placer. Donc, là, le monsieur là, il subit ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Un coût d'opportunité, c'est quoi? C'est un manque à gagner. Parce que, on prend un exemple, par exemple, on a un individu qui possède 10 000 dirhams. Donc, il possède 10 000 dirhams, par exemple, et qui a laissé ces 10 000 dirhams dormir à la maison pendant une année. Pendant une année, il a mis de côté 10 000 dirhams. Et donc, cet argent, il est stérile. Donc, cette personne aurait pu mettre cette somme d'argent en bourse, par exemple, ou ouvrir un compte bancaire et faire un placement à terme et avoir un revenu. Donc, ici, l'essentiel, c'est que la monnaie devra impliquer une rotation. Donc, même dans l'esprit de différentes religions, on interdit ce type de comportement, c'est-à-dire que on encourage le mouvement de l'argent. Quelqu'un qui va dépenser de l'argent, qui va investir, c'est mieux que quelqu'un qui va mettre de l'argent de côté. Alors, si on prend l'exemple de quelqu'un d'autre qui va prendre ces 10 000 dirhams, qui va les placer par exemple en banque pour un placement à terme par exemple, ou qui va acheter un bien, une maison, qui va acheter des actions par exemple, donc là, il pourra gagner de l'argent. Donc, dans le premier cas, le monsieur qui a laissé dormir de l'argent, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, il n'a rien gagné, mais il a perdu. Il a subi ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Donc, il a raté l'occasion ou l'opportunité de gagner de l'argent en investissant son argent, en la plaçant à terme dans la banque, par exemple, en achetant des actions, en achetant un bien, etc. Et donc là, automatiquement, quand on parle de l'épargne, on parle de l'épargne ou bien épargner pour investir ou bien épargner pour thésauriser. OK? Donc, alors, la fonction de réserve de valeur de la monnaie n'est donc qu'imparfaitement assurée en raison de l'inflation. C'est un autre point, c'est-à-dire que si j'ai par exemple un montant d'argent aujourd'hui, euh,
dans un instant t plus 1, c'est-à-dire d'ici un an, d'ici 2 ans, est-ce que le montant que j'ai, il va toujours avoir la même valeur? Donc ici, aujourd'hui, par exemple, j'ai 1000 dirhams. Donc d'ici 5 ans, est-ce que je vais avoir le même pouvoir d'achat? Est-ce que cette monnaie ou là, ce montant qui est de 1000 dirhams pourra me conférer ou m'offrir les mêmes biens et les mêmes services que qu'est-ce qu'il peut m'offrir aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'érosion monétaire. L'érosion monétaire, ça veut dire quoi? Que la monnaie, elle va garder sa valeur euh, fiscale d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, 20 ans peut-être, mais je vais perdre mon pouvoir d'achat. Donc, si on compare un montant donné entre un instant t et un instant t plus 1, le pouvoir d'achat de la monnaie dans l'instant t est supérieur que le pouvoir d'achat du même montant dans un instant t plus 1. Supposons par exemple que j'ai 10 000 dirhams. Donc, les 10 000 dirhams que j'ai aujourd'hui, d'ici 10 ans, est-ce que ça va m'acheter la même chose? Est-ce que je peux acquérir avec les 10 000 dirhams d'ici 10 ans la même chose que je peux acheter aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'érosion monétaire. Cette monnaie va perdre de sa valeur, non pas sa valeur fiscale, mais sa valeur en termes de pouvoir d'achat. Donc, la même chose si on compare la valeur de la monnaie avec le passé. Donc, normalement, si on parle avec nos parents ou bien nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'avec 1000 dirhams, ça fait longtemps, on pouvait acheter une terre. Ça fait longtemps, avec 1000 dirhams, avec 10 000 dirhams, on peut acheter une maison, par exemple. Voilà. Donc, là, c'est le phénomène de l'érosion monétaire. Maintenant, 10 000 dirhams, ça vaut plus grand-chose. Et la même chose dans le futur, ça ne va pas vouloir la même chose que sa valeur actuelle. OK? Donc, le phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'érosion monétaire. Très bien. Alors, si on veut résumer, toujours concernant la fonction de monnaie qui est la réserve de valeur. Donc, une première caractéristique, c'est l'incertitude de la monnaie vis-à-vis du futur. Donc, l'argent économique a par définition cette crainte par rapport à l'avenir. On ne sait jamais ce qui va se passer demain ou après-demain. C'est la raison pour laquelle on se prépare en mettant des petites sommes d'argent de côté. Tout le monde fait ça, même les plus pauvres. Donc, tout le monde doit mettre de l'argent de côté. C'est ce qu'on appelle de l'épargne. Pourquoi on épargne de l'argent? C'est pour faire face à l'incertitude vis-à-vis du futur. Et là, on va mettre l'accent sur le rôle ou la fonction dans la monnaie qui est une réserve de valeur. Alors, une deuxième explication toujours de cette fonction, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de finances publiques la non-synchronisation entre les ressources et les dépenses. Alors là, on parle de dépenses publiques. Donc, si on prend un salarié, quand est-ce qu'il touche son salaire? Il touche son salaire à la fin du mois. Quand est-ce qu'il dépense son salaire? Est-ce qu'il va le dépenser à la fin du mois? Non, parce que s'il dépense tout le même jour, il va mourir de faim avant qu'il touche son salaire du mois suivant. Donc, l'agent économique reçoit son salaire, il va dépenser une somme d'argent de son salaire et étaler le reste sur les dépenses de tout le mois. C'est vrai qu'il y a des dépenses fixes qui sont nombreuses, exemple loyer, électricité, etc. Mais le reste est dépensé progressivement. Ce qui est valable pour un salarié est valable aussi pour les entreprises. Les entreprises sont tenues par le principe de l'annualité. Donc, quel est le revenu de l'entreprise? C'est le profit. Quand est-ce qu'elle va dégager ses profits? C'est à la fin de l'année, c'est après les travaux de fin d'exercice. Donc, la nature des relations commerciales, les relations économiques fait que la monnaie est une
évidence. Donc, on essaye de reporter progressivement nos dépenses dans le temps. OK? Alors, pour résumer un peu les fonctions de la monnaie, donc on va dire que la fonction de la monnaie en tant qu'intermédiaire d'échange, c'est une fonction qui est parfaite. Pourquoi on a dit que c'est une fonction de la monnaie qui est parfaite? C'est parce que personne ne peut ignorer l'importance de la validité de cette fonction. Maintenant, la monnaie est une unité de compte, une réserve de valeur. Ça se prenne avec certaines précautions. Donc, ces deux dernières fonctions qui sont l'étalon de valeur ainsi que la réserve de valeur, ils peuvent perdre ce sont des fonctions qui sont imparfaites. Ce sont des fonctions qui sont imparfaites. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur de la monnaie n'est pas figée. La monnaie change de valeur, surtout donc on peut dire que la monnaie peut perdre sa valeur. Donc, des fois, la monnaie devient un moyen imparfait pour mesurer la valeur. Et surtout, la monnaie devient un mauvais instrument pour constituer de l'épargne. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, j'ai 1000 dirhams, je vais mettre donc les 1000 dirhams de côté. Est-ce que d'ici 5 ans, là, d'ici 10 ans, les 1000 dirhams vont m'acheter la même chose qu'ils peuvent m'acheter maintenant? Non. Donc, c'est un cas où l'argent, la monnaie va perdre de valeur. Donc, il y en a pour l'eau que c'est un mauvais instrument de réserve de valeur. Et c'est pour ça qu'on a dit que pour la fonction de l'intermédiaire d'échange, c'est une fonction qui est parfaite. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la monnaie, c'est un moyen qui sert à échanger les biens. Mais il n'y a pas un cas, on va dire que la monnaie ne va pas servir à échanger des biens. Il n'y a pas de cas, on va dire que la monnaie ne sert pas à régler des dettes. Donc, c'est un moyen d'intermédiaire d'échange qui est parfait. Donc, alors que quand on parle d'un étalon de valeur, un instrument de mesure de la valeur ou bien de la réserve de valeur, c'est des fonctions qui sont imparfaites. Pourquoi? Parce que la monnaie peut perdre sa valeur. Elle peut perdre sa valeur en termes de pouvoir d'achat. Donc, si on prend par exemple une table d'un mètre, la table fait par exemple un mètre, donc sa grandeur aujourd'hui, c'est un mètre. Dans 3 ans, elle va mesurer combien cette table? Toujours un mètre. Donc, avec la dimension de la table, ça ne va pas changer. Mais si on dit par exemple que le prix de cette table, aujourd'hui, il est de 100 dirhams, est-ce que dans 3 ans, il va toujours rester 100 dirhams? On ne sait jamais. Peut-être que d'ici 3 ans, le prix de la table va être de 100 dirhams. Peut-être qu'il va diminuer. Donc, le changement du prix est dû à l'imperfection de la monnaie. Donc, c'est vrai qu'il est le seul instrument de mesurer la valeur, mais c'est un instrument qui reste imparfait. Et c'est pour ça qu'on a dit que les deux fonctions, l'étalon de valeur ou la réserve de valeur, c'est des fonctions qui sont imparfaites. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que la monnaie peut être définie en 3 manières. Donc, il y a une définition conceptuelle qu'on a vue au début, la définition de la monnaie. Il y a une définition historico-formelle, c'est l'histoire de la monnaie qu'on a vu, le troc, les trapézistes, etc. Et il y a une définition fonctionnelle. C'est celle qu'on vient de voir maintenant, c'est les fonctions de la monnaie. Très bien. Donc, alors, je vois qu'il y a des mains levées. Je donne la main à Idriss. Oui, bonjour monsieur. En fait, Bonjour. je voulais vous demander, puisque là on parle que la monnaie perd sa valeur côté pouvoir d'achat, donc en fait, si l'on analyse bien, on va trouver que même en tant qu'intermédiaire d'échange, puisqu'elle perd sa valeur côté pouvoir d'achat, on peut classifier cette fonction aussi en tant qu'imparfaite, puisque si on perd le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que, par exemple, le même produit qu'on veut acheter d'ici un bout de temps, en fait, on n'aura pas peut-être la possibilité de l'avoir avec la même valeur ou bien avec le même montant, par exemple. Effectivement, on ne va pas l'avoir avec le même montant, mais est-ce qu'on peut toujours l'avoir, oui ou non?
est-ce que ce bien, je peux dans le futur toujours l'avoir? Donc, euh, je parle toujours à Idriss. Oui, désolé, le micro s'est désactivé. Alors, oui, on peut bien sûr toujours l'avoir, mais juste avec un montant plus haut. Très bien. Donc, tant que je peux toujours l'avoir, donc la fonction d'intermédiaire d'échange est valide. Oui, oui. Ok, donc, à la Shritana, on parle de la fonction. On ne parle pas de la monnaie, on parle de la fonction de la monnaie. Est-ce qu'on peut dire que la monnaie est toujours un intermédiaire d'échange dans ce cas? Oui, mais elle est toujours intermédiaire d'échange. Très bien, donc c'est une fonction pour nous qui est imparfaite. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une fonction qui est imparfaite ou là qui n'est pas valide. OK? D'accord. Je peux l'avoir Oui, avec un montant peut-être qui est supérieur, peut-être qui est inférieur, mais je peux avoir ce bien-là. Et c'est pour ça qu'on a dit, ah, c'est la valeur qui change. Donc, ah, c'est pas un étalon de valeur ah, qui est parfait. Hein, c'est pas un instrument de mesure de la valeur qui est parfait. Mais ça reste un intermédiaire des échanges. C'est-à-dire que grâce à la monnaie, je peux effectuer des échanges. oui, d'accord. Merci, monsieur. Oui, Sheima. Monsieur, s'il vous plaît, je souhaite juste que vous réexpliquiez la différence entre le placement à terme et le placement à vie. Je n'ai pas bien saisi. OK. Alors, le placement à terme et le placement à vue. Alors, supposons que j'ai, par exemple, 1000 dirhams. Alors, les 1000 dirhams, je vais aller pour les placer à la banque. Donc, à la banque, on va me dire que vous avez le choix. Ou bien vous faites un placement à vue, ou bien vous faites un placement à terme. Placement à vue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais placer mon argent et je peux les retirer quand j'en aurai besoin. C'est-à-dire, je place les 1000 dirhams aujourd'hui. euh, Après 2 jours, j'ai besoin de ces 1000 dirhams pour acheter quelque chose, par exemple. Je vais aller à la banque et je vais retirer mes 1000 dirhams. Très bien. Là, c'est le placement à vue. Le placement à terme, je vais déposer ces 1000 dirhams et je vais les placer à terme. Je vais fixer avec la banque une durée, par exemple, de 2 ans. Je vais leur dire que, bon, voilà, je veux placer ces 1000 dirhams à terme. On va me dire, OK, la période que vous voulez, c'est 2 ans, OK. Et on va me dire qu'après 2 ans, les 1000 dirhams, leur valeur va augmenter. Donc, je dis n'importe quoi, par exemple, ça va devenir 1200 dirhams. Donc, après 2 ans, ça va devenir 1200 dirhams. Donc, après 2 ans de placement, je peux venir à la banque et retirer mon argent. Et au lieu de retirer 1000 dirhams, je vais trouver dans mon compte 1200 dirhams. Mais est-ce que je peux retirer ces 1000 dirhams après 2 jours du dépôt ou là, après 6 mois du dépôt? Non. Pourquoi? Parce que la période de placement est une période qui est à terme. Donc, je ne peux pas retirer mon argent avant que la période fixée s'écoule. La période qu'on a fixée qui est de 2 ans, par exemple. OK, c'est ça D'accord, la monsieur. différence entre placement à terme et placement à vue. D'accord, merci, monsieur. De rien. Donc, je donne la main à Ilias. Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, en ce qui concerne les fonctions de la monnaie, à propos de l'étalon de valeur, on ne peut pas la juger comme fonction parfaite ou imparfaite? Oui, c'est une fonction qui est imparfaite. On l'a dit, on vient de le dire. Votre camarade vient de donner l'exemple que s'il veut acheter, par exemple, un bien, avec le bien, son prix va peut-être diminuer ou bien va augmenter. Donc, c'est un instrument qui est imparfait de mesure de la valeur. Donc, quand je dis fonction imparfaite, alors je parle des deux fonctions, de l'étalon de valeur et de la réserve de valeur. Donc, les deux, ce sont des instruments qui sont tous les deux imparfaits. C'est des D'accord. fonctions tous les deux imparfaites. D'accord, merci, monsieur. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? OK. Alors, donc, je passe au deuxième chapitre et on va passer au chapitre 2
qui parle des agrégats de la monnaie et des placements liquides. Très bien. Alors, comme vous le savez, au Maroc, ainsi que partout dans le monde, les autorités monétaires, et on veut dire par les autorités monétaires ici, la première autorité monétaire, c'est la Banque centrale. Alors, les autorités monétaires mesurent la liquidité de la monnaie en circulation. Alors, la liquidité, c'est ce qu'on appelle en arabe suyula. Donc, la liquidité monétaire, c'est suyula naqdiya. Le rôle de la Banque centrale, ou un des rôles de la Banque centrale ainsi que des autorités monétaires, c'est de mesurer la liquidité de la monnaie en circulation, c'est-à-dire la quantité de la monnaie qui est en train de circuler dans le marché. Donc, partout dans le monde, on va recenser et on va calculer cette liquidité de monnaie qui circule. Donc, on le fait toujours de manière périodique, c'est-à-dire chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, on va calculer la quantité de la liquidité de monnaie, la quantité de monnaie qui circule dans le marché, dans l'économie. Donc, pendant chaque période, on va faire cela et après, on va faire une synthèse annuelle pour dire voilà la quantité de la monnaie qui circule et voilà les prévisions qu'on a par exemple pour le futur. Comment on fait cela? On fait cela à l'aide de ce qu'on appelle des agrégats de la monnaie et de placement liquide. Donc, c'est ces agrégats-là qui nous permettent de recenser, de mesurer, de calculer de la liquidité qui circule dans le marché. Donc, la première question qu'on va se poser d'abord, c'est quoi un agrégat? Alors, un agrégat, c'est un indicateur macroéconomique. C'est un indicateur macroéconomique qui renseigne sur le comportement d'une grandeur au cours d'une année. Donc, c'est un indicateur macroéconomique qui renseigne, qui nous donne l'information relative au comportement d'une grandeur au cours d'une année, c'est-à-dire au cours d'une période qui est d'une année. Je donne un exemple. Alors, si on veut par exemple avoir une idée sur le comportement de l'investissement au Maroc, alors quel est l'indicateur qu'on va voir? Alors, l'indicateur qu'il faut voir, c'est le FBCF, la formation brute du capital fixe. De l'indicateur de FBCF, formation brute du capital fixe, il nous donne une idée sur le comportement de l'investissement au Maroc. Si, par exemple, on va avoir une idée sur le revenu national, si on veut avoir une idée sur le revenu national, quel est l'indicateur ou bien l'agrégat qu'il faut voir pour avoir une idée sur le revenu national? C'est le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'indicateur ou bien c'est l'agrégat macroéconomique qui nous permet d'avoir une idée sur le revenu national au Maroc. Donc, et si on veut avoir une idée sur la liquidité de la monnaie, suyul al-naqdiya, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation, il nous faut aussi voir qui est l'agrégat qui est relatif à la quantité de monnaie en circulation. Donc, l'agrégat ou l'indicateur qui est relatif à la quantité de monnaie en circulation, ou là ce qu'on appelle la liquidité monétaire, c'est ce qu'on appelle un agrégat de monnaie et auquel on va ajouter aussi les placements liquides. Donc, quand on parle d'un agrégat monétaire, c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer la liquidité de monnaie en circulation. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi on va recenser cette liquidité? Pourquoi on va recenser la liquidité de monnaie en circulation? À quoi ça sert de la recenser? Très bien, donc on recense la liquidité de la monnaie en circulation pour avoir une idée sur le comportement des agents économiques sur le marché envers les dépenses en matière d'achat. Donc, cette liquidité
et mesurée afin d'étudier, d'analyser le comportement des agents économiques. Je connais les agents économiques, bah, c'est les employés, c'est les citoyens, c'est les salariés, c'est les différents composantes ou la partie prenante des agents économiques de la communauté qui vont faire des dépenses. C'est les consommateurs, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des agents économiques. Donc, l'idée derrière la mesure ou le recensement de la liquidité de monnaie en circulation, c'est d'étudier et de prédire le comportement de ces agents économiques sur le marché envers les dépenses en matière d'achat. C'est-à-dire qu'on va savoir est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils ne vont pas acheter, est-ce qu'ils vont acheter beaucoup, est-ce qu'ils ne vont pas acheter beaucoup. Donc, on essaie de prédire le comportement des agents économiques en matière d'achat. Alors, pourquoi cela? Parce que si, par exemple, les agents économiques achètent trop, c'est-à-dire qu'ils font le shopping bzaf, ils font beaucoup d'achats, ils consomment trop, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir un risque d'inflation. C'est quoi l'inflation? C'est la hausse généralisée des prix. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de monnaie en circulation, donc c'est-à-dire il y a un pouvoir d'achat qui va augmenter, donc automatiquement les agents économiques vont acheter beaucoup de biens. Et s'ils achètent beaucoup de biens, les vendeurs ils vont constater qu'il y a une forte demande. S'il y a une forte demande, les vendeurs ou bien les producteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le prix. Et là, quand ils vont augmenter le prix, il y a un risque d'entrer dans ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Il y a un risque d'inflation. Très bien. Donc, la banque, et si par exemple, dans le cas contraire, si par exemple, dans le cas contraire, il y a une monnaie en circulation qui est très faible. C'est-à-dire que les agents économiques achètent très, très peu. Ils achètent très peu. Donc, si ces agents économiques, dans un autre exemple, ils achètent très peu, il y a un risque d'avoir ce qu'on appelle la récession. الركود الاقتصادي en arabe. Donc, la récession, donc, c'est quand les gens ne vont plus acheter. Donc, si les gens n'achètent plus, c'est-à-dire que les producteurs ne vont plus produire aussi. Donc, et on va avoir ce qu'on appelle de la récession, ce qu'on appelle ركود الاقتصادي. Très bien. Donc, est-ce que la Banque centrale doit assumer la responsabilité quand il y aura de l'inflation ou bien de la récession? Oui. Donc, généralement, c'est le rôle du gouvernement, mais aussi la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, assume la responsabilité. Donc, la Banque centrale elle doit agir afin de diminuer le risque ou bien de l'inflation ou bien de la récession. C'est-à-dire qu'on doit garder une quantité de monnaie qui circule, qui est une quantité équilibrée. Donc, on doit toujours essayer de garder un équilibre. Il ne doit pas y avoir un risque d'inflation, il ne doit pas y avoir un risque de récession. Très bien. Donc, on passe à un exemple. Donc, supposons qu'on a une économie fictive. Donc, cette économie, elle est composée de 4 individus. Donc, on suppose par exemple que au Maroc, il n'y a que 4 individus qui vivent. Voilà. Donc, on a la quantité de monnaie qui circule et on a le revenu par individu. Donc, supposons par exemple qu'au Maroc, il y a 4 individus qui vivent au Maroc. Donc, on va supposer dans le premier exemple, la situation d'équilibre qui est, par exemple, on va dire que la quantité de monnaie en circulation, elle est de 400 unités monétaires. Donc, 400 unités monétaires, c'est le chiffre que vous avez dans la deuxième ligne, c'est la situation d'équilibre. C'est-à-dire, quand il y a 400 unités monétaires qui circulent au Maroc, par exemple, et il y a 4 personnes qui vivent au Maroc, il y a 4 individus, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser avec les 400 par 4. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner 100
unité, par exemple, en termes de revenus par individu. Donc, chaque individu va prendre 100 unités monétaires. OK? Donc, on divise 400 par 4 individus. Donc, chacun aura un revenu de 100 unités monétaires. Très bien. Donc, maintenant, donc, supposons que, par exemple, la liquidité de monnaie en circulation a augmenté, par exemple. Donc, on est passé de 400 unités monétaires, on est passé à 800 unités monétaires. Donc, qu'est-ce que cela va impacter? Effectivement, cela va impacter le revenu par individu. On a 800 unités monétaires qui circulent dans l'économie, dans le marché, et on a 4 individus. Donc, c'est les 800 unités monétaires divisées par les 4 individus. Donc, combien ça va donner pour chaque individu? Ça va donner 200 unités monétaires pour chaque individu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est que les agents économiques ou les individus, ils vont encore acheter beaucoup plus. Donc, pourquoi? Parce que le revenu s'est doublé. Donc, quand on a 100 unités monétaires, ou là, on a 200 unités monétaires. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce revenu nominal augmente, la proportion marginale à épargner a tendance à dépasser la proportion marginale à consommer. Donc, l'agent économique va consacrer une somme supplémentaire pour dépenser davantage. Il va dépenser davantage, il va acheter davantage, c'est-à-dire que les agents économiques vont se présenter sur le marché avec plus d'argent pour acheter un peu plus. Les vendeurs qui vendent les produits, ils vont constater que les acheteurs ont plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Donc, généralement, c'est le comportement des vendeurs. Quand un vendeur est en train de vendre un produit et quand il voit, par exemple, un touriste ou bien quelqu'un qui est riche ou bien quelqu'un qui vient des pays du Golfe, par exemple. Donc, le vendeur, qu'est-ce qu'il se dit? Ben voilà une occasion, c'est quelqu'un qui est riche, je vais doubler ou je vais tripler le prix, par exemple. Donc, et là, c'est la même chose. Quand le vendeur, il va voir que les gens ont beaucoup d'argent avec eux, ont plus d'argent avec eux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le prix. Donc, et généralement, c'est une augmentation qui va causer ce qu'on appelle l'inflation. Parce que les gens ont plus d'argent, le vendeur, il va augmenter, etc. Donc, on va avoir une hausse généralisée des prix, une inflation. Et c'est une inflation qui, généralement, n'est pas passagère, mais c'est une inflation, une augmentation qui est durable. C'est une augmentation qui est généralisée. Une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, donc, donne lieu à une augmentation des prix et rentre dans une sorte de ce qu'on appelle une spirale inflationniste. Cette spirale inflationniste est liée à la hausse des salaires, par exemple. Donc, on dira que l'économie est tombée dans l'inflation. Alors, lorsque l'économie tombe de l'inflation, est-ce que cela est bien ou mauvais pour l'économie? Bien sûr que c'est une très, très mauvaise chose pour l'économie. Aucune économie aujourd'hui n'a intérêt à vivre dans une situation inflationniste. Parce que si on est dans une économie inflationniste, ça peut marcher seulement dans une seule condition. Cette condition, c'est que on vive dans un pays qui est renfermé, dans une économie qui est enfermée sur elle-même. C'est ce qu'on appelle de l'autarcie. En supposant par exemple qu'au Maroc, il y a de l'inflation. Il y a une hausse généralisée des prix, par exemple. Alors, on a un touriste français. Le touriste français, il a pris des vacances, il veut aller passer ses vacances en dehors de la France. Il a le choix, par exemple, il a le choix entre la Turquie, entre l'Espagne, entre la Tunisie et le Maroc. Alors, supposons dans ce cas que au Maroc, on a de belles choses à voir, on a une qualité qui est très bonne, etc. Mais on a de l'inflation au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a une hausse très généralisée des prix. Donc, automatiquement, le touriste qui veut venir au Maroc, quand il va comparer les prix
au Maroc avec ceux de l'Espagne ou bien de la Turquie ou bien de la Tunisie de la même qualité, il va trouver que les prix au Maroc, ils sont automatiquement chers. Et depuis, il ne va pas venir au Maroc. La même chose pour quelqu'un qui veut acheter des produits, pour un commerçant pour une entreprise, par exemple, qui exporte. Donc, s'il va exporter, si on a de l'inflation au Maroc, donc les prix de vente vont être chers automatiquement. Si quelqu'un veut acheter quelque chose du Maroc, il va les acheter avec un prix qui est cher. Et vu qu'on est connecté au reste du monde, vu qu'on est connecté au monde entier, si quelqu'un veut acheter ou bien un service ou bien un produit, il va comparer le prix de ce bien-là avec les prix des autres produits ou services offerts par d'autres économies. Et automatiquement, il va constater qu'au Maroc, il y a une hausse une hausse généralisée des prix, qu'il y a une inflation. Et automatiquement, il va choisir les autres produits au lieu, par exemple, de venir au Maroc ou bien d'acheter ce produit au Maroc. Donc, maintenant, si les prix de nos biens sont élevés, c'est-à-dire qu'ils coûtent très cher sur le marché, sur le marché international. Et depuis, personne, bien sûr, ne va acheter nos produits. Donc, automatiquement, il n'y aura plus de touristes, il n'y aura plus d'investissement. Donc, l'économie risque de s'arrêter. Donc, un pays qui était très connu dernièrement par un taux d'inflation qui est élevé, c'est le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui a atteint un taux d'inflation qui variait entre 30% et 40%. Donc, c'est un pays où les biens n'avaient plus de valeur, où la monnaie nationale n'a plus de valeur. Très bien. Alors, d'abord, on a vu l'exemple où on est passé de 400 à 800 unités monétaires, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation a augmenté. Très bien. Maintenant, on va voir le contre-exemple. Si la quantité de monnaie en circulation va diminuer, donc on va passer de 400 unités monétaires à 200 unités monétaires. Donc, c'est la première ligne. De 100 unités monétaires, c'est la quantité de monnaie en circulation dans une économie qui est composée toujours de 4 individus. Donc, quel est le revenu que va avoir chaque individu, sachant qu'il y a seulement 4 individus, c'est 200 divisé par 4. Ça donne 50 unités monétaires par individu. Donc, ici, on a divisé le revenu nominal de ces individus par 2. Pourquoi? Parce que normalement, dans la situation normale, ils avaient un revenu de 100. Maintenant, ils ont un revenu de 50 unités monétaires. Donc, automatiquement, ils ne vont plus acheter comme avant. Et par conséquent, les producteurs vont voir que les gens n'achètent plus comme avant. Donc, ils vont essayer de baisser les prix. Donc, les prix vont continuer à baisser afin d'attirer les gens et de pousser les gens à acheter jusqu'à ce que les prix vont se rapprocher du coût de production. C'est-à-dire qu'avec le vendeur ne va plus avoir une marge très intéressante de gain au lieu de profit. Donc, automatiquement, quand il va se rapprocher du coût de production, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de produire parce que c'est plus bénéfique. Et un exemple, par exemple, dans le secteur automobile, le secteur automobile, qu'est-ce qu'on fait? On va inventer, par exemple, une voiture, on va commencer à la vendre, et quand on constate que le prix diminue, qu'il y a une baisse de la demande, que le prix a diminué, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la production de cette voiture pendant une période déterminée, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et quand on constate qu'il y a encore de la demande, et c'est là qu'on va commencer à produire parce que on a affaibli la quantité de ce produit dans le marché. C'est-à-dire que la demande va devenir supérieure à l'offre. Donc, on arrête la production de ce produit et on passe à ce qu'on appelle le chômage technique. Donc, si on arrête de produire, il y aura un chômage technique. Un chômage technique, c'est un chômage qui est dû à une très faible activité. Il n'y a plus d'activité. Si une usine ferme pendant 3 mois ou 4 mois, il y aura un chômage technique, c'est-à-dire qu'on va licencier momentanément donc les salariés ou les employés qui travaillent pour cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de
l'activité. Et lorsque on diminue la production, le nombre de personnel diminue également, et par conséquent, l'économie tombe dans ce qu'on appelle la récession. الركود الاقتصادي. Donc, le dernier exemple qu'on a vu de la récession, c'est pendant la période de confinement. Donc, les gens ne sortaient plus, les gens n'achetaient plus, donc automatiquement, hein, les vendeurs ou les producteurs n'arrivaient plus à vendre leurs articles. Pourquoi? Parce que personne ne sort pour les acheter. Ah, donc, tout le monde est confiné à la maison. Donc, automatiquement, les vendeurs, ils ont constaté une baisse de l'activité. Donc, les producteurs arrêtent de produire. Donc, automatiquement, on est rentré dans ce qu'on appelle de la récession. Donc, la récession, c'est la diminution de l'activité économique, hein, qui, qui conduit à ce qu'on appelle un plus de chômage. Donc, chômage technique et plus de chômage effectivement. Donc, pendant le confinement, plusieurs personnes ont perdu leur job. C'est parmi les causes de la récession, c'est aussi le chômage. Donc, la récession est donc pire que l'inflation parce que lorsque les entreprises licencient leur personnel, au lieu de résoudre le problème va encore régner. Parce que quand je vais licencier du personnel, le personnel il va encore perdre le pouvoir d'achat. Et s'il perd le pouvoir d'achat, donc automatiquement, il va acheter encore moins et c'est une récession qui est encore pire. Alors, parce qu'avec une somme d'argent donnée aux salariés, cette somme lui permet d'acheter d'autres biens, donc ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc, quand on va le licencier, il ne va plus avoir de salaire. Donc, avec le pouvoir d'achat, qu'est-ce qui va se passer à ce pouvoir d'achat? Il va diminuer. Maintenant, si ça continue comme ça, l'économie mondiale sera en situation de vrai risque. Alors, en effet, l'économie mondiale était dans une situation de récession pendant les années 2008-2009, pendant la crise qu'on avait en 2008-2009. Et la plus grande récession mondiale, c'était en 1929. C'était la seule fois où l'économie mondiale est tombée dans ce qu'on appelle la dépression économique. Donc, on a dépassé le stade de la récession économique, mais on est passé à un stade de dépression économique. Mais bien sûr, grâce à l'intervention de l'État, aux autorités publiques, là, pendant la crise de 1929 ou bien pendant la crise de 2008, 2009, etc. Et aussi pendant le confinement. Donc, les États, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté de l'argent. Pourquoi ils ont injecté de l'argent? Pour augmenter la quantité de monnaie en circulation. Et en augmentant la quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'on va augmenter en parallèle? On va augmenter automatiquement le revenu par individu. Et donc, on a pu sauver l'économie par l'intervention des États. Donc, ici, on voit que la Banque centrale doit éviter que la quantité de monnaie en circulation soit inférieure à la quantité de monnaie optimale. C'est un travail que fait la Banque centrale le jour au jour. Donc, ce n'est pas facile. C'est pourquoi de la quantité de monnaie joue un rôle très important. Donc, ça peut causer de l'inflation et ça peut causer aussi de la récession. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de garder un équilibre qu'on appelle la quantité de monnaie optimale. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, je vois ici Ilyes qui lève toujours la main. Je ne sais pas est-ce qu'il veut poser une question ou pas. Ilyes, j'ai activé ton micro. Ah non, monsieur, j'ai seulement oublié la main levée. Ça marche. Désolé. Donc, est-ce que quelqu'un a une question jusqu'ici? Très bien. Donc, je continue. Alors, on a dit que la Banque centrale essaie de faire son mieux afin de garder de la quantité de monnaie en circulation optimale. Alors, en fait, c'est un jeu de tâtonnement. Si on constate que l'économie va tomber dans l'inflation,
on intervient pour baisser la quantité de la monnaie en circulation. Si on constate que l'économie va tomber dans la récession, recours de l'iqtisadi, qu'est-ce qu'on fait? On va injecter de la monnaie, comme ce qu'ont fait les États pendant, par exemple, dernièrement, pendant le confinement. Donc, le Maroc, par exemple, il a injecté de la monnaie. Il a injecté de la monnaie, il a augmenté la quantité de monnaie en circulation. Pourquoi? Pour augmenter le revenu par individu. Donc, quand il va augmenter le revenu par individu, automatiquement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépenser de l'argent. Ils vont acheter. Donc, on va encourager les gens à produire, à vendre, etc. Donc, on peut sauver l'économie. Très bien, oui, Sana. C'est quoi la déflation? C'est quoi? La déflation. Alors, la déflation, on va y revenir. Alors, c'est le contraire de l'inflation. Donc, on a l'inflation et on a la déflation. Donc, c'est le contraire de l'inflation. On va y revenir dans les prochaines séances. Alors, on va voir le terme de déflation et on va voir aussi le terme de désinflation. Donc, c'est le contraire de l'inflation. C'est quand on va avoir une baisse généralisée des prix. Mais on va arriver à cela dans les séances à venir. Oui, merci. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors, donc, pour mieux comprendre cette histoire d'intervention de la Banque centrale, il faut introduire les agrégats de la monnaie et de placement liquide. Donc, l'idée principale à retenir, c'est que la Banque centrale construit ces agrégats-là, donc ce qu'on appelle les agrégats de monnaie et de placement liquide, afin d'avoir une idée sur le comportement des agents économiques en matière de dépenses. Donc, le rôle des agrégats monétaires, c'est de mesurer à la quantité de monnaie en circulation. Et on mesure la quantité de monnaie en circulation afin de prédire le comportement des agents économiques en matière de dépenses. Donc, si la quantité de monnaie, par exemple, est trop élevée par rapport à la norme, donc on dira que les agents économiques vont se comporter positivement en matière de dépenses, c'est-à-dire qu'ils vont acheter beaucoup plus, ils vont dépenser beaucoup plus. Donc ici, on a un risque d'inflation. Si maintenant les agents économiques possèdent une quantité qui est inférieure à la norme, une quantité de monnaie qui est très faible, donc ils auront tendance à dépenser moins. Et donc, ils vont se comporter négativement sur le marché en matière de dépenses. Ça veut dire qu'ils vont acheter moins. Et donc, il y aura un risque de récession. Donc, les agrégats monétaires nous permettent d'avoir une idée sur la quantité. C'est des indicateurs qui nous permettent d'étudier, d'avoir une idée sur la quantité de monnaie qui circule, afin de prédire le comportement des agents économiques en termes de dépenses. Donc, si la quantité de monnaie est élevée dans une économie, ça peut causer ce qu'on appelle de l'inflation, une hausse généralisée des prix. Et si la quantité de monnaie qui circule est faible, ça peut causer ce qu'on appelle de la récession. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, très bien. Alors,